Adolescence et autorité, le grand amour, partie 1. Qu'est-ce que l'autorité? Bonjour! Qu'est-ce qui fait aujourd'hui autorité chez les adolescents? Voici la conférence du jour. Alors, pour répondre à cette question délicate, d'actualité et problématique, 3 temps vont émailler cette conférence. Premier temps, l'autorité, tout d'abord, c'est quoi? Je vais vous proposer une définition de l'autorité pour comprendre d'où elle vient, ce que cela signifie, et aussi sans doute qu'on va distinguer l'autorité d'autres notions. Deuxième temps, l'adolescence, c'est quoi? Alors là, vaste sujet sur l'adolescence. Et nous verrons que Maria Montessori a apporté des éléments de réponse avec d'autres pédagogues et psychologues. Enfin, dernière réflexion à vous proposer, dernier temps, l'autorité chez les adolescents, c'est quoi plus précisément? On aura ainsi répondu à la question. Alors, première conférence, l'autorité, c'est quoi? Autorité est un gros mot. On l'entend assez souvent. Il est employé couramment. Je manque d'autorité. Ce père ou cette mère, ce papa, cette maman n'a pas d'autorité sur ses enfants. Il n'a aucune autorité. Ce professeur n'a plus d'autorité. Il est dépassé par les événements. Ou encore, en sens inverse, on entend ce parent a beaucoup d'autorité, voire même il est un peu autoritaire. Alors, il y a encore d'autres expressions, par exemple, qu'est-ce qu'elle est autoritaire? Qu'est-ce qu'elle est autoritaire, cette prof? Elle est insupportable. C'est une dictature. J'ai entendu des adolescents parler ainsi. Pour ne pas dire, d'ailleurs, là, on frôle l'abus de pouvoir. Bien. Du côté maintenant adolescent, comment ils en parlent? Lors d'une enquête que nous avons faite en banlieue parisienne auprès de 1050 jeunes gens, eh bien, il semblait dire en gros, et telle est l'idée qu'on a retenue par rapport à l'autorité, entre d'un côté les enseignants et les élèves, c'est que l'autorité est liée au respect. Autrement dit, les adolescents nous ont fait comprendre qu'ils respectent parce qu'ils sont respectés, et c'est là que le professeur fait autorité. Ou, autrement dit, le professeur qui fait autorité, c'est quelqu'un que l'on respecte parce qu'il nous respecte. Et si le professeur ne nous respecte pas, je ne le respecte pas. Et donc, il ne fait pas autorité. Ce qui est intéressant, c'est que, on le voit, les adolescents mettent en lien beaucoup la notion d'autorité avec une autre notion sur laquelle on reviendra rapidement, qui est la notion de respect. Par conséquent, le terme d'autorité est parfois confondu avec autoritaire, autoritarisme. Il est souvent réduit au mot discipline et au mot respect. Alors, chers amis, à présent, entrons dans le vif du sujet sur cette notion intense, importante dans nos sociétés modernes, qu'est l'autorité. Faisons un peu d'histoire et, bien sûr, d'étymologie, qui, je vous le rappelle, est l'étude du sens réel des mots en grec, pour faire le point et avancer dans notre raisonnement. Alors, pour le mot autorité, tout d'abord, l'histoire. D'où vient ce mot? Quand est-ce qu'il apparaît la première fois? Remontons dans l'histoire, très loin, partons du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et un événement historique majeur met en lumière l'autorité, le terme même d'autorité. Nous sommes dans la péninsule italienne et nous sommes un fameux jour, c'est celui
du 16 janvier en 27 avant Jésus-Christ, du côté de Rome, pour ne pas trahir le nom de la ville. Que s'est-il passé à Rome? Le 16 janvier, en 27 avant Jésus-Christ, le Sénat déclare qu'Octave devient Auguste, ou Augustus en latin. Autrement dit, Octave, Auguste, est le détenteur de l'auctoritas, la auctoritas. Il est le détenteur de l'autorité suprême. Il est le détenteur du prestige absolu. Il a, de ce fait-là, du fait de la auctoritas, du fait de l'autorité, il a des pouvoirs légaux qui en découlent. Ces pouvoirs légaux sont appelés en latin potestates. Autorité avec des pouvoirs légaux, des pouvoirs appelés potestates, qui, de fait, ces potestates, ces pouvoirs, du temps de la République, étaient séparés, si vous voulez, avant Octave Auguste. Ces pouvoirs, ces potestates, étaient répartis entre différentes instances. Il y avait, par exemple, les pouvoirs civils, les potestates d'ordre civil. Il y avait les pouvoirs militaires, ils étaient séparés. Il y avait également les pouvoirs judiciaires, qui étaient séparés du pouvoir militaire, du pouvoir civil, eux-mêmes. Donc, tout ça, c'est la séparation des pouvoirs. C'est une formule qu'on verra plus tard dans la philosophie politique avec Montesquieu. Et de fait, tous ces pouvoirs étaient également séparés des pouvoirs religieux. Or, depuis le 16 janvier, en 27 avant Jésus-Christ, un seul homme concentre tous les pouvoirs, concentre tous les potestates, le pouvoir judiciaire, le pouvoir civil, le pouvoir militaire, le pouvoir religieux, parce que, précisément, il détient un nouveau titre qui est créé uniquement pour lui. C'est unique. C'est l'auctoritas. L'auctoritas fait ainsi qu'Octave centralise le pouvoir politique. Et les bureaux impériaux, à Rome, vont assurer ainsi la gestion, l'administration, le contrôle sur un vaste territoire qu'est l'Empire romain. Vaste territoire qui comprend, à l'époque, plus de 30 provinces en Europe et qui est peuplé, selon les auteurs, de 50 à 80 millions d'individus. Et d'ailleurs, l'Europe est au-delà, au-delà. De fait, Octave Auguste est le premier empereur romain à détenir l'autorité suprême. Il détient l'autorité suprême jusqu'à sa mort, c'est-à-dire le 19 août en 14 après Jésus-Christ. Enfin, dernier point sur le plan historique, cette auctoritas, cette autorité, engendre un culte nouveau, c'est le culte de l'empereur Octave Auguste. C'est le culte d'Augustus, qui s'avère largement influencé d'ailleurs par la conception grecque du culte des souverains, du culte des rois. Alors, nous avons vu l'histoire. À présent, jetons un coup d'œil, regardons du côté de l'étude du sens réel des mots, faisons un peu d'étymologie. Étymologiquement, auctoritas, comme le rappelle le professeur de linguistique, le grand professeur de linguistique, pardonnez-moi, Émile Benveniste, professeur au Collège de France.
Donc, ce mot, auctoritas, provient d'une racine indo-européenne, donc une racine qui nous vient de l'Inde, et des migrations vont faire que des peuples vont venir d'Inde et vont venir en Europe avec leur langue. Et cette racine indo-européenne, aug, A-U-G, voilà, je la prononce comme celle-là, aug, désigne la force. Son équivalent en sanskrit, ojas, O-J-A-S, indique la force des dieux. La force des dieux. Alors, c'est dans cet ouvrage important, quand on fait de la linguistique, qui s'appelle Le vocabulaire des institutions européennes, en 2 tomes, Benveniste va développer cette étymologie en allant légèrement contre l'opinion commune. En effet, on considère souvent que Augustus va être en lien avec le terme suivant, qui est donc augmenter, c'est-à-dire ce qui grandit, comme une plante verte, si vous voulez. C'est ce qui fait grandir. De fait, pour Benveniste, lors de ses enquêtes linguistiques, eh bien, il nous dit que cette racine, ce mot, à l'origine d'auctoritas, il y a un pouvoir, si vous voulez, il y a un pouvoir d'une nature et d'une efficacité particulière. Il y a de fait l'idée d'un attribut d'origine divine, un attribut qui appartient au Dieu même. En latin, de fait, auctoritas renvoie à 3 racines, précisément. La première racine, c'est augeo. La deuxième, auctor, A-U-C-T-O-R, et la dernière, augure, A-U-G-U-I-R. Et c'est en réfléchissant sur ces 3 racines qu'Émile Benveniste va nous permettre de saisir la richesse, la variété des significations du mot auctoritas, et ainsi, on va vraiment en saisir le sens. Je préfère prendre un peu de temps là-dessus parce que c'est capital pour bien comprendre ce que c'est que l'autorité et donc ensuite voir quelles sont les conséquences. Donc d'une part, la première racine, la racine augeo, provient d'augere et souvent traduite à tort par augmenter. De fait, augeo, ça a un autre sens. Les sens les plus anciens n'indiquent pas que cela signifie accroître ou rendre plus grand quelque chose qui existe déjà. De fait, cette racine, c'est avant tout l'acte de produire. C'est l'acte de faire en dehors de son propre sein. C'est de produire vers l'extérieur. C'est l'acte créateur qui fait surgir quelque chose d'un milieu nourricier, nous dit Benveniste. C'est quelque chose et qui procède d'un endroit et qui va vers un autre. Et d'ailleurs, cet endroit, ce milieu nourricier, c'est le milieu des dieux, c'est le privilège des dieux ou des grandes forces naturelles, et non des hommes. Et non des hommes, ce point est capital. Il y a l'idée d'inspiration divine. Retenons cette première idée pour l'auctoritas, l'inspiration divine. D'autre part, il découle de cette première idée, l'inspiration divine et créatrice, l'idée d'auctor, A-U-C-T-O-R, c'est-à-dire celui qui promeut, celui qui va promouvoir, celui qui prend une initiative concrète, qui est le premier à produire quelque activité. C'est celui qui fonde, celui qui, pour Benveniste toujours, celui qui garantit. Et finalement, ça donne un mot en français, évidemment, c'est l'auteur. Qu'est-ce qu'un auteur, si ce n'est
celui qui produit, qui crée et initie, fonde quelque chose de nouveau. Enfin, une troisième idée à souligner, toujours au sujet de auctoritas. Vous voyez, l'étymologie est une science qui nous permet de voir toute la richesse des mots, mais aussi, on le verra, ce que ça signifie encore aujourd'hui, quand on prononce le mot « faire autorité ». Donc une troisième idée à souligner, c'est que l'acte, la racine indo-européenne, c'est aussi l'acte augural. Augure, A-U-G-U-R. L'acte augural qui est conçu comme une pratique consistant à s'informer d'une décision déjà prise par les dieux, comme une promotion accordée par les dieux à une entreprise et qui se manifeste par un présage dans le monde visible. C'est le passage à l'acte. C'est le passage à l'acte d'une information d'origine divine. Ça, c'est important. Augure. Au fond, auctoritas, c'est un mot qui combine l'idée de faire sortir, promouvoir, augeo, à l'idée de force créatrice, octor, et émanant du divin, profondément du divin, augure. Il y a un passage dans l'autorité de l'invisible au visible, de l'abstrait à la réalité de l'humanité. Voilà ce que nous apprend l'étymologie d'autorité, l'étymologie d'auctoritas. Et ce n'est pas un hasard si Octave devient Auguste, détenteur de l'auctoritas, et que ce mot-là est choisi. Il y a en effet l'idée d'une légitimité d'origine divine, l'idée aussi de créer quelque chose, l'idée également de fonder un nouveau monde, sans aucun doute. Alors, à présent, un autre temps de ce raisonnement, pour finir, la philosophie politique. Toujours sur le plan de la compréhension d'autoritas, d'autorité, la philosophie politique nous aide à comprendre certaines choses. Rapidement, la philosophe allemande, naturalisée américaine et bien connue, Hannah Arendt, nous fait remarquer que le mot latin auctores, qui donne auctoritas, peut être utilisé comme le contraire de artifices, qui va nous donner un mot en français, artifice. Auctores, opposé à artifices, qui désigne l'artifice. L'artificialité, c'est quoi? C'est, au fond, c'est une construction, c'est le fait de construire, c'est fabriquer des affaires, des choses, alors que, en l'occurrence, le mot auctor signifie le fait de créer et d'inspirer et d'insuffler, mais pas d'abord de manière strictement matérielle, qui relève de la fabrique. Plutôt. Dans cette optique, dans ce livre important pour nous, qui est La crise de la culture, eh bien, elle considère que celui qui est l'auctoritas n'est pas le constructeur ou l'exécutant, mais bien celui qui est à la source de l'entreprise, celui qui a inspiré l'entreprise, et par conséquent, celui dont l'esprit est représenté dans la construction elle-même. L'auctoritas, l'autorité, c'est cette figure singulière, personnelle, qui inspire. Au fond, l'auctoritas, c'est ce qui fonde l'agir, c'est ce qui fait l'action et disparaître l'inaction. Elle est de source invisible et suprahumaine et permet l'action concrète, la réalisation dans l'humanité visible. Alors, pour
conclure ce premier temps, que retenir? Retenons, in fine, que l'auctoritas comprend et relie intimement 3 dimensions. D'une part, l'origine inspirante et divine, spirituelle. D'autre part, la créativité en direction d'un groupe, au service d'un groupe. Enfin, c'est le pouvoir de passer à l'acte. Si l'autorité se définit donc comme, et voilà la définition que je vous propose, comme le pouvoir inspiré de créer, d'agir et de diriger une ou plusieurs conduites sociales dans la société, l'autoritarisme, eh bien, quant à lui, peut être défini comme une doctrine, la doctrine ou le système d'idées. Une doctrine, c'est quoi? C'est un système d'idées. La doctrine ou le système d'idées et de pratiques qui abusent de ce pouvoir de créer, d'agir et de diriger une ou des conduites sociales dans un groupe ou dans un pays. On voit, autoritarisme veut dire abuser. Les Grecs diraient, on est dans la démesure, on est dans l'hubris. Alors, par rapport à l'idée donc d'excès, cette idée de abuser, d'aller au-delà du supportable, du vivable, du convenable, d'aller au-delà de ce qui permet l'harmonie, c'est de fait l'exagération d'autoritas qui va, y compris, empêcher l'exercice des autres formes d'autorité. Alors, à présent, quelle différence faire entre le respect et l'autorité? En introduction, j'ai mentionné cette dimension de respect très importante chez les adolescents notamment, et qui est constitutive pour eux, notamment d'un professeur qui fait autorité. Alors, le respect, si l'on suit toujours son étymologie latine, signifie la prise en considération d'autrui en pouvant le regarder. Incroyable, il suffit simplement de découper, je vous rappelle en effet, de découper le mot, respect, je vous rappelle en effet que le respect provient du préfixe re, re, qui veut dire à nouveau, encore, et du suffixe specere, qui est un verbe en latin, et qui signifie regarder. Alors quand on associe encore regarder, re specere, oui, le respect, c'est bien quand je peux te considérer par le regard à nouveau. C'est quand je peux et on peut se regarder à nouveau. D'ailleurs, quel est l'opposé de respect? C'est précisément le fait de dire « je ne peux pas te voir, je ne peux pas te regarder à nouveau, dégage ». Voilà concernant le mot « respect ». Alors, au regard de cette définition que je vous ai proposée, l'autorité génère du respect. Oui, l'autorité génère le fait que la création d'inspiration qui nous dépasse, qui permet de passer à l'acte, oui, ça engendre, ça crée en effet aussi du regard à nouveau, et du respect, et de la relation sociale. Donc l'autorité génère ce respect, et ne pas accorder de respect à une autorité, cela signifie la remettre en cause. Retenons pour la suite du raisonnement que le respect a à voir avec autorité. Le respect a à voir autorité. Enfin, le dernier mot, avec lequel souvent autorité est associée, ce mot est discipline. Le mot discipline est riche d'enseignements. Il vient, là encore, du latin, qui signifie l'action, au départ,
ça signifie l'action d'apprendre et de s'instruire. Ce qui est intéressant, c'est que progressivement, ce mot va prendre une autre connotation, il va devenir éducation, puis enseignement. Retenons cette première idée d'enseignement, d'apprendre, et qui va donner un emploi que l'on a couramment, celui de l'emploi d'une discipline pour parler de la matière qui est enseignée. Mais il y a une deuxième acceptation du mot discipline. Et cette deuxième acceptation va nourrir l'ambivalence, la double signification du mot discipline. Nous sommes au XIIe siècle, et au XIIe siècle, discipline va signifier le châtiment qui s'impose suite au non-respect de la règle religieuse. Et notamment dans les couvents, le XIIe siècle va connaître un développement des couvents, des monastères, des moines et des moniales, et ils vont, lorsqu'ils ne respectent pas une règle fondamentale, une règle religieuse, ils vont s'imposer un châtiment. Et d'ailleurs, cette fois-ci, vous le voyez, le mot discipline renvoie à un acte violent, à tel point que l'on va même parler de discipline pour caractériser l'instrument servant à la flagellation. Au fait de se flageller parce que la règle n'a pas été respectée et le moine ou la moniale ou le croyant, le fidèle, qui n'a pas fait cela, se frappe avec une discipline. Ce qui est intéressant, vous le comprenez, à observer, c'est cette ambiguïté, y compris contemporaine, que l'on utilise, que l'on retrouve, ces deux significations que l'on voit dans le mot discipline quand nous l'employons. Eh oui, est-ce qu'on emploie le mot discipline pour signifier l'importance de l'apprentissage, l'importance de l'éducation, l'importance de la matière enseignée, ou pour rappeler quelqu'un à l'ordre, pour dire à cette personne, tu n'as pas respecté la règle, et de manière un peu violente, verbalement parfois physiquement, je te rappelle à l'ordre. Dans notre cas, bien évidemment, nous employons la discipline dans son acceptation historique première, qui est celle qui renvoie au fait d'apprendre, qui est celle qui renvoie au fait d'être enseigné par un maître. C'est un maître qui vous enseigne, c'est la discipline. Et d'ailleurs, quand vous avez reçu la discipline du maître, vous êtes un disciple. Dans ce cas précis, l'autorité a à voir avec la discipline, puisque une véritable autorité, si toujours on en croit le mot latin, une autorité qui fait autorité, c'est celle qui inspire, c'est celle qui crée, une autorité qui fait passer à l'acte. Oui, en effet, cette autorité engendre bien des disciples. Oui, cette autorité est synonyme de discipline. C'est une discipline, on le comprend bien, c'est une discipline créatrice et libératrice d'énergie, ainsi que du potentiel qui existe chez tout être humain. D'ailleurs, à commencer précisément par les enfants et les adolescents. Voilà ce premier temps, voilà cette conférence achevée.